Je suis retournée au restaurant car j'avais oublié mon portable, et cette unique erreur banale m'a sauvé la vie. Le dîner m'avait déjà épuisée, ma tête était légère, mon corps vide, et même après avoir pris l'air dehors, le sol semblait encore se dérober sous mes pieds. Je me disais que c'était l'épuisement, car 64 ans de travail, de stress et de responsabilité finissent par rattraper n'importe qui, c'est ce que mon fils ne cessait de me répéter. Je m'appelle Gabrielle Delacour et, depuis plus de 3 décennies, j'ai bâti de mes propres mains une maison de haute parfumerie renommée. J'ai entraîné mon nez comme un athlète entraîne ses muscles, avec discipline, précision et patience, faisant confiance à mon instinct, à mon métier et à ma famille, surtout à mon fils. Ce soir-là devait être une célébration, un dîner de famille tranquille, rien de dramatique, rien de mémorable, mais lorsque j'ai poussé la porte pour rentrer dans le restaurant, j'ai tout de suite senti que quelque chose clochait. Le bruit avait disparu, plus de tintements de verre, plus de musique douce, plus de brouhaha poli de conversation, la salle était presque vide, les lumières tamisées et les chaises déjà empilées contre les murs car c'était l'heure de la fermeture. J'avais à peine fait 3 pas qu'une jeune serveuse s'est précipitée vers moi, le visage pâle, presque gris, les mains tremblantes, et elle a saisi ma manche avant que je puisse dire un mot. « S'il vous plaît » a-t-elle chuchoté, « vous devez venir avec moi tout de suite. » J'ai essayé de me dégager, lui disant que j'étais seulement venue chercher mon téléphone et que, fatiguée, je voulais rentrer chez moi à Paris, mais elle n'a pas répondu et a verrouillé la porte d'entrée derrière elle, le bruit du verrou résonnant bien trop fort dans la pièce vide. Mon cœur s'est mis à battre la chamade lorsqu'elle s'est penchée vers moi, sa voix n'étant plus qu'un souffle. Je sais que cela semble étrange, mais je dois vous montrer quelque chose enregistré par la caméra de sécurité au-dessus de votre table. Puis elle m'a regardé droit dans les yeux avec un mélange de peur et d'urgence avant d'ajouter quelque chose qui a fait flancher mes genoux, vous devez me promettre de ne pas vous évanouir. À cet instant, j'ai compris qu'il ne s'agissait plus d'un téléphone oublié, mais de quelque chose qui s'était passé pendant que j'étais assise à cette table, quelque chose que mon propre fils avait fait quand il pensait que j'étais partie. Avant cette nuit-là, je croyais savoir exactement qui j'étais, je n'étais pas une femme fragile perdant prise avec la réalité, je n'étais pas confuse, je ne déclinais pas, j'étais Gabrielle Delacour, fondatrice de la Maison Delacour, une maison de parfums bâtie à partir de rien, seulement de discipline et d'une croyance obstinée. Je n'avais pas hérité de fortune ni épousé le pouvoir, j'avais commencé dans un atelier loué à Grasse avec des fenêtres fêlées, de la verrerie d'occasion et des formules écrites à la main dans des carnets tachés. Pendant que d'autres dormaient, je distillais, pendant que d'autres célébraient les fêtes, je testais des cuvées qui échouaient encore et encore, car mon odorat n'était pas un passe-temps, c'était mon gagne-pain, c'était ce qui payait mon personnel, ce qui nourrissait mon enfant, ce qui me permettait de survivre. Pour moi, le parfum était mémoire, le jasmin était les soirs d'été, le vétiver était la terre humide après la pluie, le cèdre était la sécurité. Je pouvais sentir la peur dans une pièce, je pouvais sentir la malhonnêteté sur une personne bien avant qu'elle ne parle, et pendant des années, ce dont ne m'a jamais fait défaut. J'ai élevé mon fils seul après le décès de son père, et Julien a grandi dans mon laboratoire, jouant sous les tables de travail, apprenant la différence entre la fleur d'oranger et le néroli avant même de savoir écrire correctement son nom, et je croyais que cette immersion lui donnerait le respect du métier. J'avais tort, car en grandissant, Julien a perdu tout intérêt pour la création, préférant les réunions, les titres, les applaudissements et l'image du succès bien plus que le travail qui se cachait derrière, mais je lui faisais confiance car il était mon fils et le lien du sang comptait pour moi. Lorsque les symptômes ont commencé, je me suis blâmée, d'abord la fatigue, puis la congestion, ensuite des moments de vertige, que j'ai rejetés en me disant que le stress fait des choses étranges au corps, comme tout le monde, y compris Julien, me le disait. Lorsque je n'ai pas réussi à reconnaître un mélange familier au laboratoire, la panique s'est installée, lorsque le café n'avait plus d'odeur, la honte a suivi, et lorsque mon propre parfum m'a semblé vide sur mon poignet, la peur est finalement arrivée, me faisant demander si mon temps était révolu. C'est alors que Julien est intervenu plus fermement, son inquiétude devenant plus bruyante, ses suggestions plus persistantes, me parlant doucement et patiemment comme on parle à quelqu'un que l'on croit déjà en train de partir, et lentement, dangereusement, j'ai commencé à le croire. Je ne savais pas alors que ce qui ressemblait à un déclin n'était pas naturel, c'était une machination. De l'extérieur, Julien ressemblait au fils parfait, il appelait chaque matin, vérifiait mon agenda, me rappelait de manger, de me reposer, d'annuler mes soirées tardives au laboratoire,
sa voix toujours calme, mesurée et raisonnable, si bien que n'importe qui nous observant aurait pensé que j'avais de la chance, et je le pensais aussi. Sophie, sa femme, jouait son rôle tout aussi bien, ne levant jamais la voix, ne me brusquant jamais, choisissant ses mots avec soin, enveloppant chaque suggestion d'une fausse inquiétude, me touchant le bras légèrement quand elle parlait comme pour m'ancrer. Il ne disait jamais « tu es faible », il disait « tu mérites la paix », il ne disait jamais « tu échoues », il disait « tu as déjà assez donné ». Au dîner, Julien se penchait et baissait la voix comme pour partager un secret. « Maman, tu n'as plus rien à prouver, tu as bâti quelque chose d'incroyable, laisse-nous t'aider à le protéger. » Protéger, ce mot est resté en moi. Sophie suivait en hochant lentement la tête. Le stress accélère le vieillissement. Gabriel, tu n'as plus rien à combattre, pourquoi porter le fardeau seul quand la famille est là? La famille, il parlait de procuration comme on parle d'assurance ou de médicaments, quelque chose de pratique, de responsable, une garantie. Tu peux la révoquer à tout moment, disait Julien, c'est juste au cas où quelque chose arriverait, rien ne se fait sans intention. Il parlait de l'air de la côte normande, de matins calmes, de longues promenades, d'une maison plus petite, de moins de décisions, présentant cela comme de la clémence et non comme une éviction. Je me sentais rétrécir, non pas parce qu'ils poussaient, mais parce qu'ils attendaient, laissant le doute faire le travail, laissant ma peur grandir dans le silence entre les phrases. Quand j'hésitais, ils ne discutaient pas, ils souriaient et me disaient d'y réfléchir en dormant, ce que je faisais, ressassant seul la nuit chaque erreur commise, chaque lot raté, chaque fois que mon nez m'avait trahi récemment, me demandant si mon succès avait une date de péremption. C'était la partie la plus cruelle, ils n'avaient jamais eu besoin de mentir ouvertement, ils n'avaient qu'à me guider vers la conclusion qu'ils souhaitaient. Au moment où j'ai accepté de signer les papiers, je me suis sentie soulagée d'arrêter de me battre, soulagée d'arrêter de douter de moi-même, soulagée de lâcher prise, ne comprenant pas encore que ce soulagement était exactement ce sur quoi il comptait. Car pendant que je croyais que mon corps me lâchait, quelqu'un de très proche s'assurait qu'il le fasse, et souriait en le faisant. La serveuse m'a conduite dans un couloir étroit derrière la salle à manger, mes jambes étaient faibles mais mon esprit étrangement alerte, la peur ayant le don d'aiguiser certains sens même quand d'autres échouent. Elle s'est arrêtée devant une petite réserve et a ouvert la porte juste assez pour que nous puissions nous glisser à l'intérieur, où des boîtes de serviettes étaient empilées contre les murs et des produits de nettoyage alignés au sol, tandis que dans le coin, un petit moniteur brillait faiblement. Elle a fermé la porte et l'a verrouillée, et je me souviens avoir pensé à l'absurdité de la situation. Une femme propriétaire d'une entreprise valant des millions, debout dans une réserve, le cœur battant parce qu'une inconnue lui avait demandé de ne pas s'évanouir. Mon téléphone était sur la table sous le moniteur, mais elle ne me l'a pas donné, tournant plutôt l'écran vers moi. « C'est d'il y a 20 minutes, a-t-elle dit doucement, de la caméra au-dessus de votre table. » L'image était granuleuse, en noir et blanc, je me suis vue à l'écran me lever de ma chaise, la repousser légèrement en m'excusant, et je me suis regardée sortir du cadre. Julien et Sophie sont restés assis, et dès que j'ai disparu, Julien a changé, sa posture douce s'est volatilisée, l'inclinaison inquiète de sa tête a disparu, il s'est adossé, a jeté un coup d'œil rapide autour de lui et a plongé la main dans la poche intérieure de sa veste. Mon souffle s'est coupé lorsqu'il a sorti une petite fiole transparente, pas un médicament prescrit par un médecin, mais une ampoule de laboratoire, et je l'ai regardé la déboucher avec une aisance rodée. Sophie s'est rapprochée, son corps bloquant la vue des serveurs passant à proximité, riant à quelque chose qu'il disait, l'air détendu et à l'aise. Julien a incliné mon verre de vin et le liquide clair a disparu dans le vin rouge. J'ai saisi le bord de la table à côté de moi pour ne pas m'effondrer, mon propre fils venait d'empoisonner mon verre. Mais la vidéo continuait, Julien s'est penché en avant, voûtant ses épaules, et a commencé à trembler légèrement, exagérant le mouvement, imitant mes mains instables, mes vertiges, son visage se tordant en une caricature de faiblesse. Sophie a rejeté la tête en arrière et a ri, pas un rire poli ni nerveux, mais une moquerie, un pur plaisir. J'ai senti quelque chose se briser en moi. « Mettez le son », ai-je dit, ma voix ne semblant pas être la mienne. La serveuse a hésité, puis a cliqué sur la commande, et le brouhaha du restaurant a rempli la pièce. « Elle pense que c'est la vieillesse », disait Julien sur l'enregistrement, sa voix calme et amusée, la pauvre femme, encore quelques doses et elle oubliera l'odeur de quoi que ce soit. Sophie s'est penchée plus près, et si elle hésite encore ? Julien a souri, elle ne le fera pas,
Où irait-elle? Elle est terrifiée à l'idée de perdre son don, et le meilleur, c'est qu'elle ne réalise même pas qu'elle perd aussi l'entreprise. Ils ont ri ensemble, et à ce moment-là, mes genoux ont lâché, je me suis affaissée sur le sol, non pas par faiblesse, mais parce que la vérité était plus lourde que ce que mon corps pouvait porter. La femme qui l'avait élevé avait disparu, et à sa place se tenait quelqu'un qu'il voyait comme un obstacle qu'il éliminait une dose à la fois. Je ne me souviens pas combien de temps je suis restée sur le sol de cette réserve, le temps avait perdu sa forme, il n'y avait que le son de ma propre respiration et le poids de ce que je venais d'apprendre. La trahison n'arrive pas bruyamment, elle s'installe dans la poitrine comme une pierre et vole lentement l'air. La serveuse, Camille, s'est agenouillée près de moi, incertaine de devoir me toucher, demandant si j'avais besoin d'eau ou d'une ambulance, sa voix tremblant mais avec du courage dans les yeux. J'ai secoué la tête car, quelque part sous le chagrin, quelque chose d'autre se formait, la clarté. Mon corps ne me trahissait pas, mon esprit ne glissait pas, j'étais empoisonnée méthodiquement, intentionnellement. Les vertiges, la congestion, la perte d'odorat, tout s'alignait parfaitement maintenant, le timing, la pression, l'urgence soudaine de tout céder, ce n'était pas la nature, c'était de la planification. Cette réalisation a tout changé, le chagrin faisait toujours mal mais il ne me contrôlait plus, la colère ne me consumait pas non plus, ce qui prenait sa place était bien plus dangereux, la concentration. Je me suis levée lentement, mes jambes étaient de nouveau stables, mes mains ne tremblaient plus. J'ai remercié Camille, je lui ai donné de l'argent liquide, non pas comme paiement mais comme gratitude, et je lui ai demandé de garder le silence, de dire à quiconque le demanderait que j'avais simplement oublié mon téléphone, ce qu'elle a accepté sans hésiter. En sortant, l'air de la nuit parisienne semblait différent, je ne pouvais toujours pas le sentir, mais je comprenais pourquoi maintenant, et cela signifiait que cela pouvait être inversé. Je ne suis pas rentrée chez moi en femme vaincue, je suis rentrée en stratège, allant directement à mon laboratoire privé, le seul endroit que Julien évitait. J'ai testé les résidus de mon vin, du tissu de mon écharpe, et les résultats étaient sans équivoque, un bloqueur de récepteurs synthétiques, temporaire mais efficace. Celui qui l'avait choisi supposait que j'abandonnerais avant de comprendre, mais il avait tort. J'ai regardé les graphiques, les chiffres, la preuve brillant sur l'écran, et pour la première fois depuis le début de mes symptômes, j'ai souri. Ils voulaient une vieille femme faible qui se rendrait tranquillement, je leur donnerais exactement cette performance, et pendant qu'ils applaudiraient, je reprendrais tout. Le lendemain matin, j'ai appelé Julien, laissant ma voix trembler, respirant inégalement, permettant à la panique de se glisser dans chaque pause. Julien, ai-je dit, je crois que c'est pire, je ne peux plus rien sentir du tout, ni café, ni savon, rien. Il y eut un bref silence au bout du fil, non pas d'inquiétude, mais de calcul, puis sa voix s'est adoucie comme je m'y attendais. Maman, tout va bien, nous savions que cela pouvait arriver, tu te pousses trop fort depuis trop longtemps. J'ai dégluti, forçant un petit sanglot, je ne peux pas vivre comme ça, je ne veux pas attendre la semaine prochaine, apporte les papiers aujourd'hui, je signerai tout, je veux juste que ce soit fini. Le soulagement s'est glissé dans son ton avant qu'il ne puisse le cacher. Bien sûr maman, Sophie et moi viendrons après le déjeuner, repose-toi, nous nous occupons de tout. Quand l'appel s'est terminé, mes mains étaient stables. L'accélération était le premier mouvement, je lui retirais le temps de réfléchir, car les gens font des erreurs quand ils croient avoir déjà gagné. Je n'ai rien mangé dans la maison ce jour-là, jetant plutôt chaque contenant ouvert, chaque complément alimentaire que Julien m'avait donné. Au fond d'un placard, je les ai trouvés, de petites fioles transparentes identiques à celles vues à l'écran, la même substance, la même étiquette, et j'ai tout documenté. Ensuite, j'ai contacté le seul homme en qui j'avais une confiance totale, Henri Leclerc, qui fournissait des matières premières rares à mon entreprise depuis des décennies et connaissait mon inventaire mieux que quiconque. Cette nuit-là, sous le couvert de l'obscurité, ces camions sont arrivés et chaque baril d'huile vieillie, chaque essence scellée, chaque formule irremplaçable a été discrètement déplacée vers un lieu sécurisé connu de nous seuls. Ce qui restait dans l'entrepôt était un liquide inoffensif, soigneusement teinté et scellé, indiscernable pour quiconque ne comprenait pas vraiment le parfum. Lorsque Julien et Sophie sont arrivés chez moi cet après-midi-là, j'étais enveloppée dans un châle, légèrement voûtée dans mon fauteuil, jouant le rôle qu'ils attendaient. J'ai laissé tomber un stylo, j'ai confondu des mots, je me suis trop excusée, et ils ont échangé des regards satisfaits,
pensant assister à ma fin, alors qu'en réalité, il se tenait sur une scène dont l'acte final était déjà écrit. La réunion du conseil d'administration a eu lieu le vendredi matin, Julien insistant pour me conduire lui-même, me jetant des coups d'œil du coin de l'œil pour vérifier les signes de confusion, de faiblesse ou d'effondrement. Je lui ai donné ce qu'il voulait, des mouvements lents, un regard lointain, le silence. La salle de conférence était déjà pleine à notre arrivée, longue table polie, chaises en cuir, hommes en costume gris sentant l'argent et l'impatience. Les représentants du groupe Blackwood étaient assis d'un côté, leurs expressions froides et détachées, pour eux je n'étais pas une personne, j'étais une signature. Julien s'est précipité devant moi, impatient de contrôler la salle, a sorti les documents, les a posés soigneusement devant ma chaise et a placé un stylo dans ma main en chuchotant « Signe juste ici, maman, ensuite nous pourrons tous nous détendre. » J'ai baissé les yeux sur les papiers mais n'ai pas bougé, déclarant lentement « Avant de signer, il y a quelque chose que je dois faire. » Julien s'est raidi, les cadres ont échangé des regards agacés. « Cela ne prendra qu'un instant, » ai-je continué, « c'est une tradition dans mon entreprise, une tradition que mon père suivait et son père avant lui. » Je me suis penché et j'ai soulevé une petite mallette sur la table, à l'intérieur se trouvaient des mouillettes à parfum et 2 carafes en cristal identiques remplies d'un liquide ambré. « Nous appelons cela l'épreuve du fondateur, » ai-je dit, « avant tout transfert de propriété, le successeur doit identifier les notes de cœur de la maison. » Le visage de Julien s'est vidé de ses couleurs, il a murmuré « C'est ridicule, maman, arrête ça. » L'un des cadres a ri en disant que sentir du parfum n'était pas la raison pour laquelle ils attendaient pour des millions. « Vous achetez une maison de parfum, » ai-je répondu calmement, « si vous ne pouvez pas identifier une odeur, vous achetez à l'aveugle. » À contre-cœur, ils ont accepté. J'ai tendu une mouillette trempée dans le liquide à Julien en premier, il a hésité, puis a inhalé, aucune réaction, pas une lueur de reconnaissance. J'en ai tendu une autre au dirigeant principal, il a reniflé avec assurance puis a froncé les sourcils, floral, légèrement sucré. Julien a hoché la tête rapidement, oui, rose, peut-être bois de santal. J'ai laissé le silence s'étirer, j'ai dit doucement, intéressant, puis je me suis redressé sur ma chaise, la fragilité quittant ma posture, ma voix s'aiguisant. Messieurs, ce que vous venez de décrire est un solvant industriel mélangé à un bloqueur de récepteurs synthétiques et un désodorisant bon marché, ce n'est pas du parfum, pas de l'huile essentielle, pas de l'art. La salle s'est figée, Julien a bondi sur ses pieds en criant, elle est confuse, elle a été malade, ne l'écoutez pas. J'ai appuyé sur un bouton de la télécommande dans ma main et la propre voix de Julien a rempli la salle, elle pense que c'est la vieillesse, encore quelques doses et elle oubliera l'odeur de quoi que ce soit, suivi du rire de Sophie. Les cadres sont devenus blêmes. Cette réunion est terminée, a dit l'un d'eux en se levant brusquement. Non, ai-je répondu, c'est le commencement, les huiles que vous prévoyez de récupérer ce soir ont disparu, déplacées légalement, sécurisées de façon permanente, ce qui reste dans les entrepôts est de l'eau colorée, vous êtes venu acheter mon héritage, au lieu de cela, vous avez exposé un crime. Julien me fixait, sa bouche s'ouvrant et se fermant sans son, et à ce moment, le piège s'est refermé sans issue possible. Le chaos a suivi mais ce n'était plus le mien à contrôler, les cadres de Blackwood se sont levés d'un coup, parlant les uns sur les autres, niant toute responsabilité, s'éloignant de Julien comme s'il était soudainement contagieux, ces hommes qui étaient entrés confiants et intouchables évitaient maintenant mon regard. Julien s'est tourné vers moi, la panique inondant son visage, « Maman, s'il te plaît, c'est aller trop loin, tu ne comprends pas ce que tu fais. » Je comprenais parfaitement, et avant que quiconque ne puisse en dire plus, les portes se sont ouvertes, des policiers sont entrés dans la salle de conférence, suivis d'un inspecteur qui avait déjà un dossier en main. Les preuves avaient été soumises la veille au soir, la vidéo, les résultats du laboratoire, les fioles trouvées en possession de Julien. Julien a été arrêté sur place, il ne ressemblait plus à un cerveau criminel, il avait l'air petit, acculé, furieux comme seul quelqu'un pris à son propre piège peut l'être. Sophie ne m'a plus jamais parlé, elle a quitté le bâtiment sans un mot et a demandé le divorce dans les semaines qui ont suivi. Le groupe Blackwood s'est retiré du jour au lendemain, leur action s'effondrant alors que les enquêtes commençaient, ils ont appelé cela un malentendu, les tribunaux ont appelé cela de la complicité. Je n'ai pas assisté au jugement de mon fils, certaines portes une fois fermées n'ont pas besoin d'être rouvertes.
La justice n'a pas apporté la paix, mais elle a apporté la vérité, et c'était suffisant pour respirer à nouveau. Je suis retourné au laboratoire le lundi suivant, le silence y était différent d'avant, il n'était plus oppressant, il était propre, honnête. J'ai passé mes doigts sur la verrerie, sur les vieux carnets remplis d'une écriture que je seul pouvais encore reconnaître, et c'est là que Camille m'a trouvé. Elle ne portait plus son uniforme de serveuse, elle se tenait maladroitement dans l'embrasure de la porte, incertaine de sa place ici. J'ai vu la même chose dans ses yeux que ce que j'avais vu autrefois en moi-même, de la curiosité, de l'intégrité. Je lui ai offert un apprentissage, non par gratitude, mais parce qu'elle avait fait quelque chose de rare, elle avait choisi la vérité quand le silence était plus facile, elle avait fait confiance à son instinct quand la peur lui disait de ne pas le faire. L'héritage, j'ai appris, n'est pas une question de sang, c'est une question de valeur, c'est savoir à qui l'on fait confiance pour porter ce qui compte quand on ne le peut plus. Ensemble, nous avons reconstruit lentement, soigneusement, avec respect pour ce qui avait été sauvé, et pour la première fois depuis des années, j'ai créé sans pression, sans manipulation, sans peur. Les gens me demandent souvent si je regrette ce que j'ai fait, si je regrette d'avoir exposé mon propre fils, si l'amour d'une mère aurait dû être plus fort que la justice. Voici la vérité, l'amour sans limite devient une permission, le pardon sans responsabilité devient une trahison de soi-même. Ce que Julien a fait n'était pas une erreur, c'était un choix répété encore et encore avec planification et plaisir. Je n'ai pas ruiné sa vie, il l'a fait lui-même. Ce que j'ai sauvé, c'est mon nom, mon travail et mon droit de finir ma vie avec clarté.